le droit au travail, le droit de vivre dignement de son salaire. Et ces revendications-là n'ont pas de nationalité, elles sont communes à tous les êtres humains, et elles font de votre révolution une révolution universelle. Voilà pourquoi j'en viens à présent à vous parler de cette révolution. Elle présente des caractéristiques communes avec tous les phénomènes auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés. Ne croyez pas que la tyrannie d'une personne soit plus détestable que la tyrannie anonyme d'un système. La kleptocratie familiale n'est guère plus supportable que la kleptocratie d'un système. Lorsque la banque Goldman Sachs prend en échange d'un prêt qu'elle consent à Alcatel-Lucent, entreprise qui concentre l'essentiel du savoir-faire de ma patrie en matière de télécommunications, industrie de pointe s'il en est une, lorsque la banque Goldman Sachs demande en garantie d'un prêt qu'elle consent à Alcatel-Lucent 27 000 brevets extraits de l'intelligence de mes compatriotes, qui fait qu'au premier accident, et croyez qu'ils sont capables de les organiser eux-mêmes, ces brevets et toute cette intelligence basculeraient hors des mains du contrôle collectif des Français qui ont sué sang et eau pour produire ces brevets. Croyez-vous que cela soit vraiment différent d'un couple à la tête d'un État qui s'empare progressivement de toutes les activités économiques d'un pays? Eh bien, c'est de même nature. La kleptocratie capitaliste, prédatrice du système bancaire à vie des cupides, sont de même nature que celle à laquelle vous avez été confrontés. Et nous ressentons la même indignation en voyant le fruit de notre travail changer de main de cette façon. Nous sommes indignés lorsque nous voyons que l'industrie pharmaceutique française, première au monde, résultant d'une industrie chimique pour l'essentiel nationalisée et réorganisée, du fait de l'activité populaire des Français et du programme commun de 1981, lorsque nous voyons l'entreprise Sanofi devenir la première capitalisation boursière française, au moment même où elle licencie des milliers de travailleurs à bac plus 10, nous sommes scandalisés par le gâchis qui en résulte. Lorsque nous voyons que dans les unités de recherche, des hommes, des femmes comme vous-même, préoccupés uniquement de molécules, qui parfois ignorent tout du monde qui les entoure tant ils sont captivés par le goût du travail bien fait qu'ils aiment faire, découvrent avec stupeur qu'on les prend par petits paquets et on leur demande dans combien de temps la molécule que vous êtes en train de travailler sera-t-elle disponible sur le marché. Si vous répondez 2 ans, vous avez perdu par rapport à celui qui dit 1 an. Si vous répondez 1 an, vous avez perdu par rapport à celui qui répond 6 mois. Tant et si bien que ce n'est pas l'intérêt humain, l'utilité sociale ou pharmacologique qui est en avant, mais uniquement la capacité de rentabiliser un investissement, que ces gens n'ont pas consenti, car ceux qui sont là à bac plus 10, ces femmes, ces hommes, sont d'abord le résultat de l'effort collectif de la nation qui les a éduqués, formés et conduits jusqu'aux portes de ces laboratoires, éclairés, chauffés, logés, c'est-à-dire sont les enfants de la société tout entière avant de devenir la proie de quelques accapareurs. Voilà pourquoi nous sommes scandalisés, comme vous-même vous l'êtes. Scandalisés, lorsque nous voyons, comme vous, dans les mêmes conditions que vous, se développer à travers toutes les catégories sociales, cette catégorie que l'humanité croyait avoir repoussée, qui s'appelle le précariat, mot que nous avons fabriqué avec le mot prolétaire et le mot précaire, c'est-à-dire des femmes, des hommes qui vendent modestement quelques fleurs sur le marché, ou qu'ils soient ingénieurs ou même médecins, architectes, enseignants, ce que vous voudrez, condamnés à aller d'un petit boulot à l'autre, occuper des emplois où ils sont surqualifiés, où celui qui est bac plus 5 remplace celui qui est à bac 0, ou à celui qui n'a pas le bac, et qui mérite lui aussi de vivre dignement, elle aussi,
mérite de vivre dignement de son travail. Voilà ce monde absurde où on a créé ce précariat, catégorie sociale destinée à faire peur à tout le monde dans la société, pour que tout le monde se tienne tranquille, tout le monde se taise, tout le monde ait une laisse autour du cou, et cette laisse, c'est la laisse des choses auxquelles nous sommes le plus attachés. Notre vie familiale, les devoirs que nous avons à l'égard de nos enfants, que nous devons éduquer, de notre famille à qui nous devons pourvoir au bien-être. Voilà pourquoi, dans la précarité, chacun se tait et subit son sort en silence. Et parfois, ici ou là, il se trouve une tête qui se révolte, une tête dure et qui entraîne tous les autres. Ah, ils savent bien ce qu'ils font quand ils nous tuent. Ils savent bien quand ils nous enlèvent de l'Aïd. Non seulement qu'ils font peur, mais pas seulement qu'ils font peur. Ils font taire une voix à laquelle peut-être vous n'auriez jamais songé avant les événements de la Révolution à faire confiance, mais que vous découvrez soudain parce qu'il parle clair, fort, haut, sans compromis, et dit les choses comme elles doivent être dites. Voilà de quoi ils ont peur par-dessus tout. Du courage, de la volonté, de la clarté dans l'expression et dans l'opposition. Voilà pourquoi c'est très commun à votre société et à la nôtre. Nous donne un indice de ce qui est en train de se préparer dans les profondeurs de toutes les sociétés, et pas seulement de la société tunisienne, ni même de la société maghrébine. Regardez comment vous avez en commun ces caractères fortuits des déclenchements révolutionnaires. Ici en Tunisie, dans une région travaillée par l'agitation ouvrière et salariale, un homme se suicide. Et ce suicide déclenche, par un enchaînement de circonstances se tenant les unes aux autres, une grande révolution. Cet événement vous paraît tellement fortuit et inouï que vous vous dites « ça ne pouvait être que là et en Tunisie à cause d'eux et à cause d'eux ». Mais savez-vous qu'au Venezuela, la révolution a été déclenchée par l'augmentation d'un ticket de bus? Savez-vous qu'en Bolivie, la révolution a été déclenchée par l'augmentation du tarif de l'eau, qui a conduit les Indiens del Alto à descendre sur la Paz tous les jours jusqu'à ce que le gouvernement s'effondre, qui a conduit la population de Caracas dans une grande commotion, alors qu'elle avait tout accepté jusque-là du reste des plans de rigueur, à se révolter au point qu'on y envoya l'armée qui tira, car l'armée ne sait pas faire du maintien de l'ordre, ce n'est pas son métier. Savez-vous qu'en Argentine, où il y avait une commotion extrême de la classe ouvrière qui organisait ce que l'on appelait des piqueteros, c'est-à-dire des piquets qui, dans la rue, faisaient des prélèvements sur les voitures qui passaient, c'est vous dire l'état de désorganisation dans laquelle était ce pays, qui supportait pourtant tout cela. Un ami me disant, notre unique projet de vie consiste à survivre. Eh bien, dans ce pays, il aura suffi que le gouvernement décide de geler les économies de la classe moyenne supérieure pour que cette classe descende dans la rue avec des casseroles et les batte jusqu'à ce que 4 présidents de la République s'effondrent en 1 mois et demi. Vous voyez, Tunisiens, Tunisiennes, que les événements fortuits déclenchent des événements très comparables d'un bout à l'autre de l'Atlantique, si bien que nous pouvons dire que votre révolution est l'enfant de cette situation générale. Tant et si bien que vous n'êtes pas seulement le prolongement d'événements qui ont lieu dans le monde, sinon le signal avant-coureur des événements qui vont arriver inéluctablement dans le reste de la Méditerranée. C'est pourquoi votre révolution nous est si précieuse, votre succès si nécessaire. Ainsi que je l'ai dit une fois, à ceux qui ne veulent pas croire que la révolution tunisienne est intimement liée au destin de ma patrie et de celle qui nous environne, ils n'ont qu'à imaginer quelle serait la conséquence pour la France d'une victoire du projet politique des islamistes en Tunisie, pour avoir une idée de ce qui nous attendrait alors, car nous avons les mêmes. Les discours, au fond, nonobstant les avis de circonstance, confrontent partout dans le monde la même nature de projet. D'un côté, ceux qui affirment que le marché est indépassable,
et que par conséquent, rien ne sert d'en discuter. Ce qui serait important serait d'organiser la société d'après les inégalités qui naturellement la traversent. À commencer par la première d'entre elles, la différence entre les hommes et les femmes, créant mécaniquement, spontanément paraît-il, une inégalité, et ainsi de suite. À l'inégalité entre hommes et femmes se superposerait l'inégalité entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ou ceux qui croient correctement et ceux qui croient incorrectement, et ainsi de suite. Tant et si bien que tout régime qui prétendrait organiser l'égalité serait par nature contre nature et donc violent, tandis que celui qui prendrait en compte ces inégalités et les épouserait serait lui de l'ordre de la bénévolence et de la bienveillance. Mais c'est le même discours ici et là-bas. Chez moi, Madame Le Pen prétend qu'il y a une différence évidente entre les musulmans et tous les autres. Leurs parents, il y a une génération, pensaient qu'il y avait une différence de la même nature entre les juifs et tous les autres. Et de cette façon, la communauté humaine, avant même d'avoir commencé à prendre en compte les grands défis qui lui sont communs du fait de son intérêt général, devrait d'abord commencer par se méfier du voisin et des empiétements de sa liberté sur soi-même. Voilà le piège dans lequel ceux qui veulent donner à la politique une base ethnique, religieuse, ou que sais-je encore, enferment la société tout entière, c'est-à-dire dans une impasse. Ce n'est pas seulement que notre sentiment de l'égalité, sentiment spontané qui nous anime, ou notre sentiment de la justice soit choqué. C'est que nous sommes paralysés face aux défis auxquels nous devons répondre. Car pendant qu'on se soucie de ces sottises, on ne s'occupe pas du reste. Ainsi a-t-on vu en France, en pleine campagne présidentielle, au moment où arrivait en débat la question du mécanisme européen de stabilité financière qui condamne ma patrie à des dizaines d'années d'austérité, un débat absurde commençait sur la manière d'abattre les animaux et de savoir si la viande était halal ou si elle ne l'était pas, comme si cette question présentait le moindre intérêt par rapport aux défis que nous avons à affronter. Mais en attendant, on peut dire que la manœuvre dans ce cas a réussi. Examinons à présent dans quelles conditions nous sommes conduits à affronter les défis que j'ai mentionnés tout à l'heure en traitant des trois bifurcations à l'œuvre dans le monde. Je viens d'évoquer, je ne m'y étendrai pas davantage, l'impasse que représentent ces orientations politiques à vocation religieuse ou ethnique, faisant tout d'un coup de folies obscurantistes des règles de la nature qu'il faudrait faire entrer de vive force dans la politique. Deux autres réponses sont à la disposition de l'humanité actuellement. La réponse néolibérale qui confie au marché le soin de développer les moyens qui nous permettent de vivre. Mes amis, nous pouvons voir quels en sont les résultats concrets. Je ne m'y étends pas davantage, mais je voudrais faire observer que le bonheur de parvenir au niveau de développement qui jusqu'à présent a été présenté comme un idéal à l'humanité tout entière vaut aux Chinois à présent d'être asphyxiés matin, midi et soir dans leur capitale. Tant et si bien que s'impose à l'observation la plus élémentaire qu'il y a une limite écologique interne à ce mode de développement voulu par le néolibéralisme qui considère que le marché à lui seul est producteur de richesse et que nous n'avons aucun regard d'aucune sorte à porter sur les opportunités qui se donnent. Et que la seule politique qui vaille est la politique de l'offre, celle qui considère que le seul problème que rencontrent nos économies serait le coût du travail, et non pas le coût du capital. Et que, si on réduit le coût du travail, en produisant n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, à la fin, il s'établira une sorte d'équilibre qui fera que tout le monde est content, sera content.